Bonjour, chers lecteurs, bonjour, chers abonnés. Ici Hamid Si Ahmed pour le journal L'Initiative. Nous en sommes à notre deuxième podcast. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Philippe Mello, plus connu sous le nom de Phil Doan. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Ok. Philippe Mello est français, vous êtes français, mais vous vivez actuellement au Québec, à Montréal, depuis quelques mois. Phil est coach vocal holistique. Vous êtes écrivain, auteur de trois ouvrages, dont le dernier est récemment paru, c'est ça? Oui. Vous avez travaillé dans le domaine artistique, entre autres avec le célèbre, vous avez collaboré avec le célèbre chanteur Renaud. Mhm. Vous vous inspirez du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel. Tantôt Mhm. rebelle, tantôt aventurier, tantôt mystérieux. Qui est Phil Doan? Bon, c'est une excellente question à laquelle il est toujours très difficile de répondre. Qui suis-je? Il y avait un humoriste qui s'appelait Pierre Dac. Quand on lui disait, voilà, quand on lui posait cette question, il disait qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? Où vais-je? Et il répondait pour ma part, je suis moi. Je viens de chez moi et j'y retourne. Hein. Donc c'était pour voilà. Bon, alors, ce que je crois, souvent quand on te pose la question qui êtes-vous, on répond ce qu'on fait. Or, j'aime bien citer Neil Donald Walsh qui dit nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Donc, je vais essayer de répondre par le verbe être ce que je suis. Je suis d'abord un terrien, voilà, parce que je suis sur Terre. Euh, je suis un terrien. Je suis né en France. Bon, voilà. Je préfère dire je suis né en France plutôt que dire je suis un Français. Parce que finalement, je me considère plus comme un francophone. Et pour moi, mon pays, c'est la langue française. Hein. Donc, alors, malheureusement, j'en ai pas appris beaucoup d'autres. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je suis au Québec. Parce que la langue officielle du Québec, c'est le français. Et on peut y vivre en français. Voilà. Donc, qui je suis, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui je suis en fait. Mon chemin était très long. J'ai découvert que en fait je suis ce qu'on appelle un zèbre, c'est-à-dire en France un zèbre, c'est une personne à haut potentiel. Donc j'ai de grands potentiels, mais comme j'ai été élevé comme beaucoup à l'école, on te dit ah bah t'es pas bon, t'es pas ceci, t'as pas eu une bonne note, là, là, ou je ne sais pas quoi. Bon bah finalement on finit par croire que qu'on n'est pas voilà qu'on n'est pas terrible. Parce qu'on a un système qui est basé sur la performance, sur la comparaison avec les autres, etc. Bon. Et je me suis aperçu longtemps après, donc moi j'ai pas fait d'études, je suis allé jusqu'au bac, mais c'est tout. Et donc j'ai tout de suite voulu travailler. Le système de l'enseignement ne me convenait absolument pas. Comme mon père était ingénieur, bon, il était artiste aussi, il était sculpteur aussi, mais il était ingénieur. J'ai fait une formation en technologie, donc je voulais faire un bac, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, un bac technologique, quoi. Et une fois, le professeur a dit, moi, l'aspect humain, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le rendement, l'efficacité, etc. Lorsque je suis sorti de son cours, je suis allé voir le principal du lycée. J'ai dit, je ne veux plus aller dans cette classe. Ça n'est pas supportable pour moi d'entendre des choses pareilles. Donc on m'a mis en mathélème, ça s'appelait mathélème à l'époque. Donc là où bon voilà, il y avait plus je voyais plus ce professeur. Donc pour dire que voilà, pour moi c'est l'aspect humain qui m'a toujours guidé et qui continue de me guider. Hein. À vous entendre, on sent que vous avez été influencé par, par la société, par, par ces jugements qui parfois nous orientent dans notre parcours de vie. On a tendance à trop se soucier de ce que les gens peuvent croire sur nous,
de quelle façon il nous juge. Voilà, on sent qu'il y a un peu de ça dans votre discours. C'est ça. Oui, oui. Si tu permets, Hamid, tu peux me tutoyer, hein. Tu sais, au Québec, on tutoie facilement. Et Voilà. c'est, voilà, donc tu peux me tutoyer. Moi, je me permettrai de te tutoyer si tu veux Ok, bien. Oui, oui. Pour aller plus loin dans ce que tu dis, tout le système d'éducation jusqu'à maintenant a été fait comme ça, hein. C'est-à-dire, il faut entrer dans un cadre, dans un moule, et il faut travailler avec son cerveau gauche, c'est-à-dire celui du rationnel, de la pensée en ligne droite, etc. Et moi, j'ai pas je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne beaucoup plus avec mon cerveau droit, c'est-à-dire celui de l'imaginaire, celui de la créativité. Voilà, je dis toujours que j'ai une pensée en arborescence, hein, comme les arbres. Voilà. Donc je rentrais pas dans le moule, hein. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui sont comme ça. J'ai mon filleul qui était obligé d'être sorti de l'école alors qu'il est hyper intelligent parce qu'il ne peut pas, voilà, ça ne correspond pas du tout à sa façon de penser et de travailler. Voilà, donc je suis sorti vite de, du lycée. J'ai devancé mon appel. À l'époque, il y avait le service militaire, donc j'ai fait le service militaire, mais je ne l'ai pas fait en entier. Là aussi, j'ai été très rebelle. Quand on m'a demandé de tirer dans des cibles, j'ai tiré en l'air. Enfin bref, ça s'est très mal passé. Du coup, on était obligé de me retirer de l'armée parce que on considérait que j'étais dangereux. Voilà. Tu vois, bon. Moi, je suis un pacifiste né. Je suis vraiment quelqu'un pour la paix et pour l'humain, hein. Donc ça, et dès mon plus jeune âge, ça a été ça. Alors tu disais, oui, que j'ai été influencé. Ben, oui, mais comme on l'est tous. Sauf qu'il y en a qui s'en rendent compte et d'autres qui ne se rendent pas compte. Il y en a pour qui c'est pas un problème, j'allais dire, d'être un mouton, je m'excuse, mais de faire ce qu'on nous dit de faire, hein. Moi, non, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai toujours pensé, essayé de penser par moi-même et essayer de me construire en fonction de mes ressentis, etc. Bon, donc très vite après mon service militaire, moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire du théâtre. Donc je me suis inscrit dans une école de théâtre et j'ai fait 2 ans de cours d'art dramatique, mais j'avais une telle sensibilité et une telle facilité pour incarner les personnages que j'incarnais trop les personnages. C'est-à-dire que que je jouais Fortunio de Musset, je devenais Fortunio. Quand je jouais un autre, bon, et c'était très déstabilisant. Tu sais qu'il y a il y a des comédiens qui se sont suicidés, en particulier, je pense à Patrick Devers, bon, qui était avec Gérard Depardieu au début et Miu Miu, etc. Patrick Devers s'est suicidé et pas pour rien. Il y a des gens qui vivent très très mal leur travail de comédien parce que c'est comme si tu incarnais l'âme de quelqu'un et si tu retrouves plus ton âme, ça peut être très dangereux. Donc si tu incarnes un tueur ou je ne sais pas quoi et que tu te retrouves encore avec tout ça. Bon bref, je me suis rendu compte que il fallait pas que c'était pas ma voie d'être comédien, donc j'ai commencé à écrire des chansons. Et j'avais dans le cours de comédie un gars qui composait, donc j'ai composé mes premières chansons. J'ai fait une maquette, on appelle ça une maquette, je crois qu'on appelle ça un démo maintenant, de 5 chansons, et j'ai été présenté par un ami à Cora Vauquer. Et Cora Vauquer, c'est une chanteuse qui est décédée maintenant, ça fait je sais pas, 7 8 ans peut-être maintenant, et qui était très très considérée en France et même à l'international. Elle est allée au Japon, elle est allée partout, et elle chantait les plus grands poètes, et c'était, on l'appelait la comédienne de la chanson parce que c'était une très très grande interprète. Et j'ai appris beaucoup avec elle, donc j'ai d'abord été son chauffeur, son porteur de valise, puis le régisseur de plateau, euh, et puis j'ai commencé à être son agent artistique, à lui trouver des contrats. Et c'est là où Renaud commençait à chanter, à être connu. Et, enfin, il chantait depuis un petit moment, mais c'est là où il commençait à être connu avec sa chanson Laisse Béton. Je suis allé le voir en spectacle et j'ai adoré ce qu'il faisait. Je trouvais qu'il avait un humour formidable, qu'il avait une écriture exceptionnelle. Et je me suis dit, je vais m'occuper de lui, quoi. Bon. Mais je connaissais rien au métier, hein. C'est pour t'expliquer que moi, je me lance toujours et j'apprends en faisant, hein. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec Renaud et puis on s'est rencontrés dans un café
Et je lui ai dit, bah voilà, je trouve que ce que tu fais est formidable, j'aimerais m'occuper de toi. Alors je savais même pas s'il avait un agent ou pas, hein, je lui ai dit ça. Et il m'a dit, écoute, moi je cherche justement un tourneur, quelqu'un pour s'occuper de mes tournées. Bah écoute, ok, moi je démarre, tu démarres, on démarre ensemble et on s'est tapé dans les mains. Et ça a commencé comme ça. Donc c'était quand même incroyable, hein. Quand on est jeune, Euh, on a plus de... Philippe, là, on est en train de parler de Renault. Là, on parle de Oui. Renault. Euh, Moi-même, ces chansons, elles ont accompagné mon enfance. Hmm. Voilà, c'est quand même, quand on dit Renault, on dit, il figure parmi les grands chanteurs français de Oui, notre oui, oui, temps. c'est vraiment un monument national, quoi, en France, hein. Bon, voilà, il a accompagné toute une époque, voilà, et donc j'ai eu la chance d'être avec lui pendant 2 ans, hein, donc, et après T'as commencé ton aventure artistique, tu l'as commencé avec une sommité, oui, mais c'était pas vraiment une sommité quand je l'ai rencontré. Et c'est ça qui était intéressant. Parce qu'au début, on faisait des tournées, il avait même pas de voiture. On se faisait prêter une voiture par un copain, tu vois, une vieille Volkswagen. Après, on a pu payer vendre les contrats un peu plus chers, on a loué une voiture, etc. Et c'est seulement après où il a pu acheter une voiture d'occasion. Tu vois, j'étais au tout début des voilà, tournées. donc tu peux te vanter d'avoir connu Renault avant la renommée, avant la Bah gloire. avant qu'il soit connu vraiment du grand public, si tu veux. Et c'est ça qui était très intéressant. C'était d'accompagner sa montée en puissance et de voir qu'est-ce qui se passait pour lui et qu'est-ce qui se passait dans l'entourage, hein, puisqu'il avait été après très proche de François Mitterrand, voilà, qui lui avait serré la main et qui l'avait accompagné pour l'ouverture du Zénith. Mais après, il a fait une chanson un peu contre lui. Mais bon, voilà, et ça a été quelqu'un de très très important. Bon, je dis ça a été, il est pas mort là, mais bon, mais il a énormément Une apporté. popularité, Euh, énormément de popularité. voilà, mais maintenant là, la dernière chanson, elle est pas terrible. Bon, Bon, j'ai écouté, voilà, mais bon, il est en fin de carrière, on ne va pas le juger sur sa voilà. fin de carrière. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un peu la chanson de trop, mais c'est pas grave. On lui pardonne. Il a fait des tellement belles chansons. Donc voilà, ça c'est une aventure extraordinaire pour moi. Vraiment, c'est des souvenirs super. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah après, je l'ai laissé parce que je l'ai laissé dans les mains d'une plus grosse agence qui pouvait s'occuper mieux de lui parce que je me suis aperçu que ce métier d'agent artistique c'était un métier de requin. Et je suis pas un requin, moi, tu vois. Bon, donc j'ai laissé des requins s'occuper de lui, et je suis revenu à mes premières amours, qui est l'écriture. Et donc j'avais commencé à écrire à l'époque. J'avais commencé à être ce qu'on appelle un ghostwriter, pour ne pas dire un nègre, ou en français on va dire un écrivain fantôme, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit pour les autres. Dans Donc je l'ombre, gagnais un... dans Oui, l'ombre, pardon. dans l'ombre. Oui, dans l'ombre. Et en même temps, bah, tu as dit que j'avais écrit 3 livres. En fait, non, j'en ai écrit plus. J'en ai écrit 5. Et donc, le premier livre que j'ai écrit, c'est ça. Il s'appelait Qui a peur des années 80, qui était sorti aux éditions du Rocher. Et c'était au moment où je quittais Renault, hein. Pardon, Euh, quand j'avais dit 3 livres, j'avais oublié de mentionner que c'était ta dernière promotion. Notamment oui, oui, oui. sur les réseaux sociaux, tu fais la promotion Ouais, ouais, c'est pas des grave. 3 derniers, c'est ça. Je C'est me pas, suis c'est trompé, pas, excuse. c'est pas important. Mais c'était important pour moi, si tu veux. C'était important pour moi parce que là, j'ai connu aussi, mon livre a très bien démarré parce que c'était un livre qui avait, tu sais, c'était très étonnant parce que on démarrait les années 80. Il y avait en France François Mitterrand, donc le premier président de gauche après des années de la droite, avec beaucoup d'espoir pour beaucoup de gens, avec l'éclosion des radios libres, hein, parce que les radios étaient muselées avant, donc c'était des radios libres, il y en avait partout. Enfin, il se passait vraiment quelque chose, l'abolition de la peine de mort, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans ce début des années 80, mais il y avait aussi des interrogations par rapport à l'année 95
qui allait arriver, 1984. Et 1984, peut-être tu as entendu parler, bah, c'est un roman de George Orwell c'est bien George Orwell, je dis pas de bêtises, oui, oui c'est ça, George Orwell, qui décrit voilà ce qui se passe en 84 et c'était pas très beau à voir. Et puis il y avait voilà, il y avait des configurations planétaires qui interrogeaient beaucoup les astrologues et il y avait donc des peurs qui surgissaient un petit peu. Et je me suis dit bon bah il y a des peurs, et bien moi je vais aller interroger des sommités, des gens connus. Et je vais leur dire, voilà, on fait une interview de 20-40 minutes, mais cette interview sera retranscrite intégralement dans le livre. Il n'y aura pas de coupure, il n'y aura rien, etc. Et donc j'ai fait ça, je suis allé voir des gens, je suis allé voir René Dumont. Si je parle trop, hein, tu me dis, hein, parce que sinon, voilà. Voilà. Je suis allé voir René Dumont, qui est le père de l'écologie, hein, qui s'était présenté aux élections présidentielles, voilà, m'a fait une interview formidable. Je suis allé voir les frères Bogdanov qui parlaient de futurologie. Je suis allé voir des ufologues, Jimmy Guilleux, qui s'occupait donc les ufologues, hein, ceux qui s'occupent des ovnis et des extraterrestres. Ce Jimmy Guilleux qui a été assassiné après, hein, de façon très propre, hein, bon, un assassinat déguisé en maladie, en cancer foudroyant, parce qu'il avait trop parlé. Voilà, des gens très très importants. Et mon livre au départ est parti très vite. Donc j'ai eu des interviews sur France Inter, plein de trucs. Et puis tout à coup, pof, ça s'est arrêté. Parce que je dérangeais trop, si tu veux. J'avais interviewé des gens très différents et voilà, c'était un peu trop explosif mon bouquin. Voilà, donc ça, c'était l'aventure. Donc après, bon bah, j'ai repris l'écriture et puis je me suis dit bon bah il faut que, puisque j'aime écrire des chansons, il faut que pour mieux écrire des chansons, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est chanter. Je savais pas chanter Voilà, et j'ai pris des. donc là c'est un tournant. Voilà, Un là c'est tournant là dans c'est ta un tournant carrière parce que professionnelle. Là, ouais. il y avait une sorte de déclic Oui. vers ce que tu es actuellement. Oui, oui, tu as parfaitement raison de le souligner. C'était un déclic, parce que là, je quittais le domaine de l'écriture pour entrer dans autre chose, mais avec quelque chose quand même, c'est-à-dire que j'allais pas prendre des cours de chant pour être un chanteur, j'allais prendre des cours de chant pour mieux écrire des paroles de chansons. Parce que je suis pas vraiment musicien, j'ai un piano ici, mais voilà, c'est juste pour les vocalises. Bon, j'ai pas été formé pour être un musicien. Je me considère comme un auteur de chansons, comme un parolier, quoi. Bon. Et donc, j'ai voulu prendre des cours de chant pour mieux écrire des chansons. Voilà. Et je suis tombé sur un prof de chant qui a fait une carrière sur Broadway, qui est au Canada, qui est à Montréal, qui est toujours là, d'ailleurs. Et cet homme, au premier cours, ça a été très étonnant parce que j'ai entendu clac, clac, clac dans mon dos. Et puis je me suis senti super bien. Et je me suis dit, waouh, c'est ça, chanter? Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et là, si tu veux, j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'est l'aspect mieux-être, l'aspect bien-être du chant. Et c'est à partir de là, si tu veux, où je me suis dit, mais la technique de Broadway qu'il apporte est absolument extraordinaire. Et je lui ai demandé si je pouvais être son assistant. Et il a accepté. J'étais pendant ses cours assis à côté de lui et j'ai vu passer des dizaines et des dizaines d'artistes, dont des gens très connus, hein. Il y a eu Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone, il y a eu à l'époque Nicoletta qui était connu, il y a eu plein de gens, Pierre Richard le comédien, plein de gens, et puis des gens pas connus. Bon, voilà, on apprenait autant des gens pas connus que des gens connus. Jacques Weber le comédien, plein de gens. Et donc, j'ai beaucoup appris en étant assistant. Et puis jusqu'au moment où, bon, alors là, l'histoire personnelle ramène au professionnel. Moi, c'est toujours mêlé, hein. Bon, voilà. Je fais toujours les choses par amour, ou pour l'humain, ou par amour, hein. Et ben, il se trouve que je suis tombé amoureux de mon professeur de chant, et que lui-même est tombé amoureux de moi, et qu'on a vécu 19 ans ensemble.
Bon, et donc à ce moment-là, ben, on a quitté, on a continué un peu à Paris, et puis après on est venu à Montréal. Il m'a fait découvrir le Canada, le Québec, que j'ai adoré tout de suite, quoi. Donc on a vécu quelques années au Canada. Après, on est revenu en France, hein, parce que justement cet homme était né en Algérie, donc c'était un pied noir. D'Algérie, et il avait la bougeotte, il restait jamais dans un pays, il voulait tout le temps bouger. Donc on a fait plein d'allers-retours entre le Québec et la France. Voilà, et donc moi à ce moment-là j'ai repris l'écriture, le ghostwriting, tout en continuant de travailler ma voix avec lui. Et un jour, bah, quand on s'est quitté, après 19 ans de vie commune, bah, il a fallu que je mette un océan entre nous parce que c'était très difficile de lâcher le côté professionnel parce que voilà, j'étais à la fois son secrétaire, son attaché de presse, son bras droit, tout. Bon, donc je suis reparti à Paris. Là, on est dans les années 2000. Et là, bah, je me suis dit, bah voilà, bah, j'ai appris quelques vocalises au piano et je me suis lancé. Enfin, je m'étais lancé un petit peu avant à Montréal quand même. Je me suis lancé complètement à Paris comme professeur de chant. Là, à ce moment-là, je disais pas coach vocal. Je disais, bon, voilà, je donne des cours de chant, je suis prof de chant. Et ça marchait très bien parce que j'avais engrangé pendant près de 20 ans, pendant 19 ans, toutes des techniques, vu des autres personnes chanter, travailler moi-même ma voix. Bon, voilà. Donc, mais je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose. Que je n'arrivais pas à sculpter ma voix comme j'aurais voulu exactement. Et donc c'est là où j'ai découvert que pour moi, puisque je m'intéressais beaucoup aussi comment dire, à l'aspect comment dire, oriental de l'énergie, hein, c'est-à-dire le chi chez les Chinois, le ki chez les Japonais ou le prana chez les Indiens. Je m'intéressais parallèlement à toutes ces médecines alternatives, à toutes ces autres façons de voir la vie, parce que c'est bien ça. En Occident, c'est vraiment cadré, coupé, etc. C'est-à-dire que dans la médecine occidentale, par exemple, bon bah voilà, il y a un spécialiste du foie, il y a un spécialiste j'exagère un peu, hein, de la rate, il y a un spécialiste de la tête, il y a un spécialiste, bon, alors voilà, ils sont tous spécialistes de quelque chose, mais il n'y a pas d'interconnexion entre tous, ou ça ne marche pas très très bien. Pourquoi? Parce que les étudiants en médecine ont appris la médecine sur des cadavres, en disséquant des cadavres. Donc dans les cadavres, il n'y a pas de vie. Alors que la médecine chinoise est une médecine holistique, c'est-à-dire globale, et qu'elle considère l'être humain dans son entièreté, et avec cette énergie, ce chi, qui passe dans les méridiens. Et ça m'a tout de suite éclairé, parce que je me suis dit, mais moi c'est comme ça que je vois le monde. Tu vois, pour te donner un exemple aussi, je ne sais plus à qui j'en parlais récemment, je suis en train de lire un livre très intéressant là-dessus. Les Indiens, je crois que c'est les Indiens Hopi, non, c'est peut-être pas ceux-là ou d'autres, enfin peu importe, n'ont pas de mots pour dire l'environnement. Ça veut rien dire l'environnement pour eux, parce que pour eux, tout est en interconnexion, tout est relié. Donc, quand on croit que quelque chose est à l'extérieur de nous, non, ça fait partie de nous, tu vois. Et donc, c'est pour moi ça correspond vraiment à ma vision du monde. C'est qu'on est tous en relation. C'est-à-dire que c'est comme les cellules du corps. C'est-à-dire c'est comme si des cellules du corps décidaient de dire ah bah non, moi les autres je veux pas les connaître, ça m'intéresse pas. Ah bah, c'est peut-être comme ça qu'on fait un cancer, hein, qu'il se passe, qu'il y a une maladie qui se crée, parce qu'il y a plus de relation saine avec les autres parties, avec les autres cellules. Donc voilà, on est un grand corps. Voilà. Et pour moi, voilà, c'est tout ça que j'ai découvert. Et donc du coup, c'est là où je me suis dit, bah, je suis plus vraiment un professeur de chant parce que bon, je peux l'être et je peux aider avec tout ce que j'ai appris. Je peux faire travailler les gens pour qu'ils apprennent à chanter ou pour qu'ils perfectionnent leur voix parce que j'ai développé toute une technique qu'on pourrait appeler une sorte de yoga de la voix. Hein. Yoga, ça vient je sais plus le mot exact, yug. En sanskrit qui veut dire relier, hein. C'est pareil, on est encore dans l'holistique. Donc une sorte de yoga de la voix où j'ai inventé, rassemblé des techniques pour justement que la voix, qu'on considère la voix non plus simplement comme une vibration de l'air, mais comme une énergie. Et là, ça a fait toute la différence, donc je vais t'en parler après. Donc je continue le parcours.
Donc là, j'en suis où? Bah, j'en suis, voilà, donc je décide de dire que je suis plus vraiment complètement un prof de Il chant, nous je commence reste, à être un... il nous reste 5 minutes pour la bio, pour que tu termines ta bio. Ah, bah très bien, c'est parfait, c'est le temps qu'il faut. Merci. Donc là, je découvre que bah, je fais un autre, un travail différent, donc je vais l'appeler différemment. Donc j'ai pas trouvé d'autre mot que coach vocal. Je disais pas encore holistique à l'époque. Et là, j'ai commencé à écrire un livre. Et donc c'est le premier que je t'avais montré. Mettez du qui dans votre voix, hein. Le chant comme outil de développement personnel, qui est sorti aux éditions du Souffle d'Or. Et ce livre a eu un beau succès et m'a amené beaucoup de monde. Mais pas des chanteurs ou des chanteuses, bon, de temps en temps, oui, mais surtout des gens qui faisaient un travail de développement personnel. Tu vois. Et là, j'ai énormément appris avec mes élèves, hein, parce que quand on enseigne, on apprend avec ses élèves. Et voilà. Et cette technique, eh ben, je l'ai développée pendant 20 ans pour arriver où je suis maintenant. Tu vois, voilà, en gros, voilà le parcours. On Donc, avait aussi voilà. parlé de cours de karaoké, de séances de karaoké, et dans un récent interview que j'avais raté, vu le décalage horaire, tu avais parlé de nouveaux concepts et de nouvelles Oui. visions. Voilà, alors c'est exactement ça que je suis en train de mettre en place en ce moment. Là, j'ai lancé 3 ateliers. Au départ, je voulais appeler ça masterclass karaoké, pour mettre 2 mots qui ne qui vont pas ensemble. Parce que bon, le karaoké c'est fun, on n'est pas obligé d'être bon, etc. Et masterclass parce que c'est un vrai travail. Et puis après, je me suis dit non, il faut que ce soit plus riche. Il faut que j'offre quelque chose de plus riche et qui soit adapté à la situation d'aujourd'hui et qui tienne compte de l'énergie et de tout ça. Donc, en fait, pour pas trop fermer, pour l'instant, j'ai mis simplement un mot générique. Je les appelle les ateliers de Phil, hein, bon, voilà. En même temps, c'est le fil d'Ariane, c'est bon, et Phil, c'est moi. Bon, et ça me ressemble les ateliers. Et dans mes ateliers, il y a de la méditation, méditation guidée avec ma voix. Et il y a des exercices vocaux, donc un yoga vocal. Il y a du travail sur nos chakras. Il y a des exercices d'articulation pour bien communiquer. Ça aussi, j'ai appris beaucoup là-dessus. Et puis après, je laisse un temps de parole à chaque personne. Donc c'est limité à 12, hein. Je laisse un temps de parole à chaque personne pour qu'il soit nous dise un texte inspirant qui nous fait du bien, soit qui chante une chanson. Et c'est là que je mets en ligne une plateforme de karaoké qui permet d'ajuster la tonalité, voilà, et puis voilà. Donc il y a à la fois méditation, centrage, alignement, circulation des énergies dans tout le corps et plaisir. Voilà, tu vois, fun. Voilà, donc j'encourage beaucoup nos abonnés, nos lecteurs de l'initiative, à vous suivre notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook, hein, où vous Oui, pouvez c'est ça. Donc vous tapez Phil Dewan, suivre hein, donc j'ai Dowan. une page perso et j'ai une page Dowan avec W. W, oui. Voilà. Phil, Phil et Dowan, Dowan. Hein. Je pense que mon nom doit apparaître. Ah bah non, là c'est Philippe Mello. Bon, c'est pas grave. Mais même si vous tapez sur Google Philippe Mello, vous allez tomber sur Phil Dewan. Bon, Donc, donc c'est. j'invite nos fans à Et consulter. franchement, voilà, c'est tout. Je suis très très content, très très heureux d'avoir lancé ces ateliers parce que du coup, je m'attendais pas à ça. C'est que maintenant, je peux faire des ateliers en connexion avec le monde entier, du moment qu'ils sont francophones, hein, parce que je privilégie le français, hein, la chanson Un public française. francophone. Voilà, public francophone, voilà, qui a envie de se faire du bien, puis à pas cher, hein, parce que mes ateliers ils durent 1 heure et demie à 1 heure 40, 1 heure 45. Bon, et franchement, c'est riche, et ça leur donne un moment pour s'exprimer, ça crée du lien social aussi. Ça, c'est extrêmement important, surtout en ce moment, mais ça, on va en parler après, je pense. Voilà, donc ça, je suis très, très fier, très content, parce que j'ai été Moi, je te pendant des donnerai, mois. Phil, je te donnerai l'occasion
Ouais, d'accord. de t'exprimer par écrit, vu Hmm. que en parallèle de mes podcasts, j'écris des articles qui sont publiés sur notre site web. Donc, je te donnerai l'occasion de t'exprimer largement plus sur le sujet. Je t'en dirai Parfait. après mes questions. Donc voilà, donc on en arrive à un sujet très important, un sujet qui concerne la situation actuelle partout dans le monde. Phil Dohan, après pratiquement plus de 8 mois, on en est à 9 mois de pandémie, de crise sanitaire. Euh, il y a ceux qui pensent que on verse dans le complotisme. Il y a, en parallèle, certaines personnes nous avertissent, nous disent qu'il faut prendre cette pandémie au sérieux. Il y a ceux il y a ceux qui ont paniqué, il y a ceux qui sont fichés éperdument, il y a ceux qui sont contre toutes les restrictions là qu'on nous impose. Phil Dohan, où tu te situes, toi, dans, dans, Oui. dans toutes ces catégories de la société? Ouais, ouais, c'est une très bonne question parce que je peux te dire que pendant 4 mois, peut-être plus, j'étais dans une colère épouvantable. Parce que je vais te dire, c'est pas un secret, mais je pense que je l'ai pas dit à personne jusqu'à maintenant. J'ai cette particularité de ne pas avoir été intoxiqué par la télévision. Parce que mon père ne voulait pas la télévision à mon époque. Hein, il y avait qu'une seule chaîne en France, et c'était la télé en noir et blanc. Et il avait dit, on aura la télé quand elle sera en couleur. Et quand la télé en couleur est arrivée, il a dit, ah, bah on aura la télé quand elle sera en relief. Il voulait absolument pas la télévision. Et un jour, il y a un pompier qui a sonné à la porte pour vendre des billets de tombola. Et le billet de tombola qu'il a pris a gagné une télévision. Donc on était obligé d'avoir la télévision, mais j'avais, je pense, 16 ans ou 17 ans à l'époque. Donc j'ai pas été, et puis on ne regardait jamais la télévision en mangeant. Hein, et puis voilà, on faisait attention à ce qu'on regardait. Bon, voilà. Donc pour te dire que j'ai pas été. Pour moi, c'est un instrument dangereux qui peut être, s'il est bien utilisé, il peut être formidable. Hein. Il y a des chaînes de télévision qui donnent des programmes. Je pense à Arte, par exemple, hein, qui est une chaîne qui est formidable. Il y a des chaînes thématiques, certainement, où on peut avoir des bonnes choses. Mais là où c'est le danger, c'est les bulletins de nouvelles. Hein. Le journal de 20 heures en France, je ne sais pas à quelle heure c'est en Algérie, mais voilà. Et le problème, c'est que ces médias sont tenus par les mêmes qui tiennent les journaux, par quelques milliardaires, et que ces milliardaires sont en cheville avec les gouvernements. Parce que lorsqu'il y a des gros contrats de travaux publics ou de je ne sais quoi, ou enfin, peu importe, des gros contrats, bon, ben voilà, ils sont dans les petits papiers du gouvernement. Et bon, donc on n'a pas une information objective du tout. Bon, donc où est-ce que je me place? Moi, c'est très clair. Alors, je ne peux pas accepter le mot de complotiste parce que ce mot de complotiste, il est arrivé justement dans les années 40 quand les gens commençaient à critiquer les nazis. Hein, et on disait ce sont des complotistes. Alors, critiquer les nazis, aujourd'hui, on comprend que c'était plutôt bien. Hein. Donc là, maintenant, le problème, c'est qu'on est arrivé dans une pensée unique, c'est-à-dire il nous est demandé de penser exactement comme on nous dit de penser. Et comme on a préparé les gens depuis des années avec la télévision, parce que si tu regardes bien les infos, les nouvelles, peu importe les chaînes, alors je ne sais pas combien vous en avez en Algérie, mais en France ou au Canada, bon, au Canada, il y Non, en avec, a. partout dans le monde, donc avec les chaînes satellitaires, on a accès à l'information où qu'elle soit. Ah oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, quand tu prends les bulletins de nouvelles partout, ils donnent tous les mêmes informations, quasiment. Parce que c'est repris par des organes de presse, l'agence France Presse à Paris, et il y a des milliers d'informations qui arrivent, mais ils en choisissent 5. Tu vois. Et là, dans le cas présent, eh bien, ils bombardent. Alors, ils ont d'abord bombardé les gens avec des informations sur le nombre de morts. Or, si on va regarder les statistiques exactes des organismes de santé, hein, que ce soit du Québec ou de la France ou des autres pays, on voit bien qu'il n'y a plus de morts.
Et voilà, voilà. Et d'abord, les morts qu'il y a eu, c'était des personnes âgées de plus de 80 ans, ou on appelait ça des cas de comorbidité, c'est-à-dire des gens qui avaient qui avaient du diabète ou qui avaient des problèmes cardiovasculaires ou qui avaient d'autres problèmes. Et donc, quand ils mouraient, on disait qu'ils sont morts du Covid. Or, la plupart ne sont pas morts du Covid. Ils sont morts avec le Covid. Donc là, voilà, Voilà, déjà, comme l'avait expliqué le docteur Raoult, d'ailleurs, c'est ça. quand il prétendait que vraiment les autorités françaises avaient exagéré dans le traitement des données, et des statistiques et tout. Hmm. Il avait fait une comparaison il avait expliqué que ça touchait dans la plupart des cas les personnes en fin de vie. Donc, Oui, il avait c'est donné ça. des chiffres bon, qu'on ne peut pas vérifier. Si, on Par peut exemple, si vérifier. quelqu'un était censé mourir à 62 Ah oui, ans, oui, c'est ça. Hmm. s'il était censé mourir à 62 ans, avec le Covid, il mourrait à 60 ans. Donc, Oui, c'est ça. ça réduit l'espérance Peut-être. de vie Voilà, d'une personne très âgée. c'est ça. Certes, Mais tu vois, pour prendre un exemple, moi, ma mère a 97 ans, elle est dans une maison de retraite, il y a eu plein de cas de Covid, elle a absolument rien attrapé, hein. Je veux dire, bon, voilà, donc faut pas nous raconter d'histoire. Donc, si on veut avoir les chiffres exacts, le problème, si tu veux, c'est pour moi. Alors, je suis pas un complotiste, je suis un complologue, c'est-à-dire qui étudie les complots. Et s'il y a complot, il n'est pas du côté de ceux qu'on appelle les complotistes. Voilà. non, S'il y a mais complot. Phil Bon. Dowan, je comprends. Je comprends que tu fasses partie de ceux qui sont exaspérés, qui sont outrés par, par cette panique planétaire là qui s'est installée chez les gens, due essentiellement aux fake news, aux médias qui orientent à leur manière, aux géants du web qui orientent où ils veulent qu'on aille. Mais des fois, d'ailleurs, je voulais citer une amie, Annie Desgroseilliers, qui est consultante stratégique en vin et spiritueux, expertisera. Elle est également chroniqueuse. Dans sa dernière chronique, elle nous parle des jours où elle est tombée malade du Covid. Elle nous parle de cette période douloureuse mentalement et physiquement. Elle nous a expliqué qu'on était désinformés, qu'on disait qu'on entend dans la rue que le Covid c'est une simple grippe. Elle nous explique que ce n'est pas le cas, ce n'est pas une simple grippe. Elle nous explique comment, quand on chope ce virus, euh, Oui. Hmm. il se manifeste chez les personnes de façon différente. Donc, Hmm. je Oui, comprends oui, ton oui. discours. Je, je, je ne nie pas, si tu veux, je ne nie pas l'existence de ce virus, ni sa virulence, hein. Parce que je sais, j'ai eu des témoignages et je sais que c'est très difficile. Mais suivant le système immunitaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Justement, je te parlais de mon prof de chant, voilà, qui aujourd'hui a 91 ans. Eh bien, au moment quand le Covid a commencé à venir, il était en Espagne, hein. Il était parti en Espagne et il y a une femme dans l'autobus qui a toussé, qui lui a envoyé des postillons. Il était pas mal malade. Mais c'est quelqu'un qui lui a un tempérament très fort. Bon, alors il a été très mal, etc. Mais il n'a même pas été voir les médecins. Et puis bon, bah, au bout de quelques jours, ça a passé. Bon. Donc, si tu veux, ça attaque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport aux maladies, je me suis renseigné quand même pas mal là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est le terrain. C'est-à-dire qu'on a un système de santé qui est un système qui s'intéresse qu'aux maladies. C'est-à-dire qu'on soigne que les symptômes et on ne s'intéresse pas au terrain. Et ça, c'est le gros problème. Donc, cette dame dont tu me parles, elle a dû, oui, souffrir, mais c'était quoi son terrain?
où il en était son système immunitaire, tu vois. Comment elle vivait, comment elle s'alimentait, comment elle, tu vois, c'est toutes ces Non, choses-là. elle a précisé dans sa chronique qu'elle avait une hygiène de vie correcte, Hmm. que depuis le début du confinement, elle avait des réflexes stricts, qu'elle respectait les gestes barrières et tout, qu'elle qu'elle vivait seule chez elle, Ok, ok. qu'elle Bon, n'était pas. je veux pas, je veux pas, si tu veux parler de cette femme que je connais pas, et là, je veux pas m'engager sur le terrain de quelqu'un que je connais pas, etc. Ce que je peux dire simplement, parce que là, je suis en train d'étudier vraiment cette question de virus. Il y a un dogme par rapport à ce qu'on appelle le dogme pasteurien. Oublions pas que c'est l'Institut Pasteur qui est à l'origine de beaucoup de choses et qui est en lien avec le laboratoire P4 de Wuhan. Hein. Et que l'Institut Pasteur, donc, bah, il doit son nom à Pasteur, qui a inventé des vaccins d'une certaine manière. Alors, je dis pas qu'il a faux sur toute la ligne, mais il y a un dogme pasteurien qui s'est instauré. C'est-à-dire que lui, il part du principe, Pasteur, d'abord Pasteur n'était pas médecin, hein, il était chimiste ou biologiste, mais il n'était pas médecin. Il part du principe que les microbes sont, les virus et les champignons, tout ça, les bactéries viennent nous attaquer et qu'il faut se défendre pour pour les renvoyer. Or, il y a plein d'experts et de scientifiques qui ne sont absolument pas d'accord avec ça. Alors, oui, quand, par exemple, il y a danger, quand un chirurgien fait une opération, là, non seulement il doit avoir un masque de protection, il doit se laver les mains, pas avec, comme on nous le fait, avec de l'eau, je ne sais plus comment on appelle ça, l'eau alcoolique, là, l'hydroalcoolique. Non, c'est très mauvais parce que ça enlève les défenses, ça aussi. Avec du savon. Les chirurgiens se lavent les mains avec du savon, de l'eau et du savon, plusieurs fois, bien, etc. Bon, ils mettent le masque parce que là, le danger, c'est qu'ils envoient par des aérosols, par des postillons, leurs propres bactéries sur les plaies de la personne, enfin, de la personne qui est sur le billard. Hein. Bon, donc là-dessus, le pasteur a eu raison, mais il a mis dans la tête des gens que les microbes étaient méchants et que les virus étaient méchants et qu'ils allaient nous attaquer et qu'il fallait les repousser. Bon, et ça tient pas. Je suis désolé. Si on va chercher les informations auprès des virologues, des épidémiologistes, etc. Il y a un article très bien qu'on m'a envoyé là de Belgique pour expliquer parce que c'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre. En fait, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a tout le temps eu des virus. Ils sont là depuis des milliards d'années. Bon, et on n'est pas mort au premier virus. Bon, donc ils sont là pour nous permettre de nous adapter au contraire. Et tous les virus, chaque année, il y a un nouveau virus. Il y en a des un peu plus forts que d'autres. Bon, et chaque année, eh bien, le virus, il arrive en hiver, et puis après, il redescend, et puis il s'éteint de lui-même. Et puis l'année d'après, il y en a un autre qui est différent, etc. Bon, bref. Donc le problème, si tu veux, c'est que c'est difficile à comprendre parce que il faut se prendre la tête et puis aller chercher les infos. Et c'est pas simple. Faut avoir du temps. Faut avoir envie de le faire. Je te dirais, je vais faire une comparaison. C'est comme avec l'argent. Qui comprend comment fonctionne l'argent? Hein, il y a des planches à billets qui tournent sans arrêt. Là, les pays sont endettés, ça ne veut plus rien dire. C'est une monnaie fictive, une monnaie. Voilà. Qui comprend comment fonctionne l'argent? Ben, voilà, expliquez-moi. J'ai pas encore tout compris. J'ai essayé. Bon. Donc, comme on ne comprend pas, ben, on fait confiance aux médias. Voilà, bon, donc, et je comprends, je n'attaque pas les gens qui font confiance aux médias, c'est normal. Et puis, je peux te dire qu'au Québec, c'est terrible, parce que quand tu prends le métro, tu as des affiches partout. Il y a eu 4 millions et demi de dollars d'allouer une agence de publicité pour faire des affiches. Il y en a partout dans le métro en disant les 18 façons de ne pas bien porter un masque. Enfin, excuse-moi, tout des conneries, quoi. Bon, voilà, bon. Bon, voilà, bon, je veux pas embêter les gens avec ça. Moi, je respecte les gens et leurs croyances. Parce que pour moi, c'est une croyance. Tu vois, c'est une croyance. Dans les vaccins qu'on va nous injecter dans quelques mois, on prétend que des vaccins qui vont contenir des puces nanotechnologiques avec la 5G, on sera en quelque sorte comme des,
on va Oui. vivre comme les films de science-fiction là qu'on regarde au cinéma Mm. hollywoodien. Voilà, on va être téléguidé, on va être et tout et tout. Voilà. Alors, si tu veux, c'est un sujet très, très épineux et on ne pourra pas le développer complètement ici, mais je vais essayer d'être le plus sobre possible parce que je veux pas choquer les gens et je vais surtout pas amener de la peur parce que justement c'est la peur qui permet au gouvernement de faire ce qu'ils veulent, tu vois, et d'instaurer, pour moi, hein, c'est très clair, hein, il y a des gens qui ont compris ce qui se passe. Bon, alors on peut les appeler les complotistes, mais on peut les appeler les éveillés aussi. Bon, voilà. Moi, je me considère comme un éveilleur. Voilà. Bon, je ne fais pas de blog, j'avais commencé à faire des vidéos, puis je me suis dit, je vais être mieux pour moi de faire du bien aux gens et puis de faire passer des petits messages, subrepticement, sans, voilà, en respectant vraiment les gens là où ils en sont. Parce que ça sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose si il n'est pas prêt à comprendre ou à l'entendre. Et puis après tout, il peut avoir raison aussi. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais en tout cas, moi, voilà, j'ai passé des mois, 4 mois quand je suis arrivé, à aller chercher plein d'informations, et non pas sur les médias officiels, parce que les médias officiels, les journalistes qui sont là, ils sont payés par des patrons. Il faut qu'ils restent dans la ligne éditoriale. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Hein. Bon, et s'ils disent quelque chose qui ne va pas dans la ligne Mais éditoriale, ils sont virés. en tant que journaliste, je peux te certifier que des fois, parlant de contraintes du métier, que des fois, tu es obligé de pondre quelque chose, hein. Sinon, Tu es obligé de... Oui, oui, bon. bon, Donc, si de tu pondre veux... un article, t'es obligé En de faire fait, les gens. je vais apporter du positif, parce que c'est ça le plus important. D'abord, dire l'histoire de la peur. La peur, c'est l'arme ultime. C'est vraiment par la peur que c'est ce qu'ont fait les nazis, c'est ce que font toutes les dictatures. Hein. Donc, si on fait peur aux gens, et comment est-ce qu'on fait peur aux gens? On leur fait peur avec qu'est-ce qui fait le plus peur aux gens? C'est la mort. Hein, c'est la mort. Donc là, on aligne un plein de cas, plein de cas. Il y a des cas, il y a des cas. Or, ces cas, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu as testé positif au PCR que et que tu es asymptomatique que tu as le Covid. Et les gens croient ça. Ils croient que si on est testé positif, on a le Covid. Donc ils sont encore plus dans la peur. Ils affaiblissent encore plus leur système immunitaire. Bon. Donc la peur, c'est le plus dangereux. Mais comment? Et la peur de la mort. Mais pourquoi Il nous reste avoir peur de la mort? pour cette question. Il nous reste 5 minutes Ah, avant, oh merde, oui. avant de passer aux questions. Vite la lumière au bout du tunnel. Il faut que je parle de lumière maintenant. 5 minutes. Parce qu'il y a une lumière au bout, si tu veux. S'il reste 5 minutes, voilà, il faut que je dise la lumière au bout du tunnel, elle est que la Terre est en pleine transformation. Voilà, elle est en pleine transformation, en pleine évolution. Et les êtres humains qui sont dessus aussi. Donc il va falloir abandonner plein de façons qu'on faisait de piller la terre, voilà, au niveau de l'écologie, de se comporter comme des colonisateurs, tout ce que tu veux, de faire des guerres, etc. Voilà. Il faut abandonner tout ça, il faut arriver vers la solidarité, de la fraternité, du respect de la nature, la connexion aussi avec la terre et avec le cosmos, avec alors sans passer par les religions, excusez-moi, mais d'aller vers une spiritualité, voilà, parce qu'on n'est pas seul dans l'univers, voilà, et il y a une vraie lumière au bout du tunnel, mais ça peut prendre quelques années. Et comme je disais dans une interview, pour l'instant, on est dans le tambour de la machine à laver, c'est pas confortable, mais on n'est pas encore au programme essorage, ça va être encore plus difficile. Mais pour se préparer, ben justement, il faut s'aligner, se centrer, se faire plaisir, couper les informations, pas écouter plus que 10 minutes si vous voulez voir, voilà, et surtout pas la télé, plutôt regarder les titres de journaux, puis ça, j'achète cette info, celle-là, je l'achète pas. Voilà, discernez, devenez des acteurs de votre propre information. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et après, je peux vous dire qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Mais il y en a qui vont rester sur le carreau, malheureusement. Désolé. Merci pour cet aperçu de la crise sanitaire, des raisons et des perspectives. Voilà, la dernière partie file. J'aimerais te poser des questions Ouais, que tu ne développes pas trop, que tu sois assez ouais, bref. d'accord. Donc, j'aimerais connaître ta définition.
de la loi de l'attraction. Si- Oui, alors la loi de l'attraction, c'est très simple. Ta C'est pas propre de ta définition à toi, Phil. Oui, oui. Pour moi, ça n'est pas de vouloir quelque chose, c'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on l'attire. C'est ce qu'on rayonne. Si on rayonne de la joie, on attire de la joie. Si on rayonne du manque, ah, je manque d'argent, je manque de ceci, je manque de cela, on va attirer du manque. Donc, c'est pas, voilà, on attire ce qu'on est, hein, et c'est multiplié par l'émotion, hein. D'où l'importance de bien gérer ses émotions. Donc, pour toi, la loi de l'attraction, c'est l'émotion, avant tout. C'est pas l'émotion, l'émotion vient multiplier. C'est d'incarner, c'est la loi de l'attraction. On attire ce qu'on est, pas ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on rayonne. Ton appréciation de l'astrologie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui, bah, l'astrologie, c'est une science très très ancienne, hein. Donc, moi, j'avais consulté il y a très longtemps un astrologue qui était très très étonnant, hein, parce qu'il il m'avait Au dit, Québec, je ne sais pas si c'est dans le Canada tout entier, mais je sais qu'au Québec, c'est une discipline prisée. C'est une ben discipline voilà, mais qu'on a, qu'on aime beaucoup, oui, oui, oui. Au Québec, dans tous les pays, mais bon voilà, mais comme dans toutes les, c'est un art, c'est une technique et c'est un art. Mais la médecine aussi, hein. tu y crois à La l'astrologie. mé- Comment? Tu y crois. Oui, j'y crois, mais il faut toujours du discernement. C'est-à-dire, il faut jamais prendre les choses, même ce que je dis, ne prenez pas ce que je dis pour vrai. Discerner. Qu'est-ce qui me convient dans ce qui a été dit? Voilà. Bon, et après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout. C'est de revenir à sa propre responsabilité. Donc l'astrologie, comme d'autres techniques, c'est très valable à condition de tomber sur un bon astrologue ou une bonne astrologue. On peut avoir oui, ça Et peut tu être très crois intéressant, vraiment mais pas. tu crois à l'effet des astres sur l'être humain. Ah oui, bah évidemment, puisque si tu veux, tout est relié. Donc, d'abord, on a l'influence du Soleil, hein, extrêmement importante. La Sinon, on Lune, ne pourrait pas vivre. la Lune La aussi. Lune, Oui. et ça, les femmes peuvent le dire, hein, les menstruations, c'est connecté. Et les marées, c'est connecté avec la Lune, etc. Bon, après, il y a toutes les étoiles. Voilà, il y a des énergies extrêmement subtiles qui nous traversent tous les jours. Voilà, donc bien sûr. Et la Oui. physique quantique aussi. La physique quantique, il reste. Alors la physique quantique aussi, c'est important parce que la physique quantique, elle existe depuis très longtemps quand on parle de la science, malheureusement, là on ne parle que de la science. On dit la science a dit. Donc la science est devenue la nouvelle religion. Seulement de quelle science on parle? Si on parle de la science de Newton, ben voilà, il y en a d'autres, hein. Voilà, il y a plein d'autres sciences. Il y a la physique quantique, il y a la science du chaos, il y a plein d'autres façons de voir les choses. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu penses de la scientologie, par exemple? Alors là, la scientologie, je suis un peu réticent, hein. Je suis un peu réticent parce que, Là, on parle beaucoup euh, plus de tendances sectaires. voilà, je suis réticent parce qu'il y a trop d'argent qui passe là-dedans. Voilà. Et puis qu'ils aient mis le mot église, déjà, moi les églises, ça me plaît pas trop. Alors je sais, parce que je connais quelqu'un qui est dans la scientologie, qui a voulu m'y entraîner. Bon, j'ai pas voulu voir. Forcément, ils ont des programmes très très puissants, très très excellents. Bon. Sauf que bah, on est pris voilà, dans un truc, hein. On est enfermé comme tu dis, dans un truc sectaire. Voilà. Mais bon, après, si des gens s'y trouvent bien, bah, qu'ils y restent, hein. Je veux dire, Voilà. c'est comme l'Église, hein. Pour moi, l'Église, c'est une secte qui a réussi, hein. L'Église catholique, je m'excuse. Bon, alors, il n'y a pas d'argent là, mais bon, il y a un peu d'argent à la quête, mais bon, il n'y a pas tellement d'argent. Enfin, il y a de l'argent au Vatican, par contre, hein. Bon, ça, les banques du Vatican, il y a beaucoup d'argent sale aussi. Alors, excusez-moi de dire ça, mais je m'en fous, je dis ce que je pense, on le sait. Et le pape François, quand même, fait beaucoup de ménage, hein, là-dedans, quand même, hein. Mais voilà, donc. Donc, Phil, j'aimerais connaître ton livre de chevet. Bah, j'en ai plein des livres de chevet. Bah, tiens, si, j'en ai un, il est juste là. C'est pas un livre de chevet, mais c'est le livre qui m'a euh, le plus touché
que j'ai lu, que j'ai dévoré il y a 2 mois et que j'ai racheté pour offrir à un ami qui vient de perdre son père qui est décédé. Alors là, je le monte à la caméra. C'est Mathieu, raconte-moi ta vie au paradis et de Suzanne Ward aux éditions Ariane. Hein, Mathieu, raconte-moi ta vie au paradis. Malheureusement, il est épuisé, mais on peut le lire en Kindle ou enfin Kindle, en e-book, voilà. Et c'est incroyable. Je fais le pitch en 2 minutes. C'est un garçon qui est mort d'un accident de voiture à 16 ans ou 17 ans. Hein, on a le droit de conduire à cet âge-là aux États-Unis. Un accident de voiture inexplicable. Et 3 ans après, il a envoyé des messages depuis l'au-delà à sa mère, qui a écrit en écriture automatique tout ce livre. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit bien que bah, la mort n'existe pas. Moi, je ne peux plus dire le mot mort. Je dis plus que quelqu'un est mort. Je dis qu'il a transité et il est passé dans une autre dimension. Et il se passe des choses absolument magnifiques de l'autre côté. Les gens continuent de travailler, de faire des choses. Mais ce livre, c'est un petit chef-d'œuvre. Si tout le monde avait lu ce livre, donc n'avait plus peur de la mort, parce qu'il y a plein de livres hein, sur l'après-vie, mais celui-là, c'est le plus Penche puissant. un peu vers le bouddhisme, c'est ça. Oui, parce que oui, il est question de réincarnation, si tu veux. Voilà. Et là, dans nos religions, c'est le bouddhisme qui est le plus proche, le plus près, à mon avis, des vérités, parce qu'il inclut que l'âme est éternelle et qu'on a plein de vies. Et là, c'est bien dit. Sinon, la vie n'aurait pas de sens, parce que qu'est-ce qu'on fait d'important dans une vie? On ne fait pas grand-chose. Mais notre âme est là, il s'incarne plusieurs fois, justement, pour à chaque fois s'améliorer. Et du coup, on comprend pourquoi on est tombé dans cette famille-là. On n'est pas tombé, on a choisi nos parents. Hein. Voilà. Donc, c'est plein de croyances qu'on nous a mis dans la tête par les religions, c'est déjà de le dire, et par notre système Non, d'éducation. ça Voilà. n'engage que toi, c'est ton avis, c'est... Donc, ce livre est salutaire parce que si les gens n'avaient pas peur de la mort, ils n'auraient pas eu peur de ce qu'on leur a dit, et voilà, cette dictature ne pourrait pas se mettre en place. Phil, j'ai quelques mots à te citer. En un mot, quand tu entends le mot amour, c'est quoi pour toi l'amour? L'amour, c'est la lumière. C'est la même chose. L'amour, c'est la lumière. Et il ne faut pas confondre l'amour romantique, si tu veux, à la Walt Disney, hein, avec les princes charmants et la Belle au bois dormant. Bon, alors c'est bien aussi, hein. Mais le vrai amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'aimer sans attendre quelque chose en retour. Alors, c'est très difficile hein, à faire, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais voilà, c'est la lumière, c'est la source de toute vie. Il y a Ashtar qui disait sans amour, le monde se désintégrerait. C'est ce qui tient la matière en vie. C'est l'énergie aussi, hein, d'une certaine manière, mais c'est la lumière. L'amour, c'est la lumière, c'est la vie. Voilà, sans amour, il n'y a plus rien. Le leadership. Leadership, ça c'est intéressant aussi. Bah, ça évoque voilà, le courage de se mettre debout et d'exprimer haut et fort qui on est, de rayonner qui on est et d'amener avec soi des gens. Maintenant, il peut y avoir des leaders qui nous emmènent dans le mur aussi. Hein. On en connaît, en ce moment, il y en a. Hein. Et il y a des gens qui sont des leaders. Bah, le président Macron, pour ne pas le nommer, et d'autres, bah, c'est des leaders. Et il y a plein de gens qui vont le suivre et qui vont se faire vacciner, par exemple, hein, ou qui vont être obligés, ou qui le croient. Bon, donc lui, il est venu pour détruire. Voilà, donc il remplit très bien sa mission. Donc, que ce soit dans le côté négatif ou positif, le leadership, c'est Oui, mais on peut le prendre dans les deux sens. Hein, je veux dire, voilà. Il faut savoir qui on suit. Tu vois, comme un gourou, par exemple, on dit, c'est assez péjoratif de dire un gourou, mais en Inde, c'est pas péjoratif, un gourou, c'est un maître spirituel qu'on suit. Mais il y a un moment donné, il faut le quitter. Voilà, parce qu'il ne faut pas donner son pouvoir aux autres. Donc, il faut faire attention avec les leaders. Il faut en fait être le leader, voilà, avoir du leadership soi-même, d'être son propre leader pour soi-même. Hein, je crois que c'est Einstein qui dit, non, oui, c'est ça, Einstein qui disait, ton propre modèle doit être toi-même. Ce modèle fut-il monstrueux. bien de s'accepter comme on est. L'échec, ça représente quoi pour toi l'échec? L'échec, alors pour moi, il n'y a pas d'échec.
Il n'y a que des expériences. Il n'y a que des expériences. Et moi, je suis pour encourager, je ne dis pas les échecs, mais pour encourager les erreurs. Parce que plus on fait d'erreurs, plus on apprend, plus on avance. Hein, un bébé qui essaye de marcher, il tombe, paraît-il, 1000 fois. Et il se relève, et il réessaye, et il retombe, voilà. Si la première fois qu'il tombe, ou la deuxième fois, il se dit, bon, bah, j'arrête, hein, c'est fini, bah, si tous les bébés avaient fait ça, on serait des êtres rampants, on marcherait pas debout. Donc, un échec ou une erreur, c'est important parce que si on en tire voilà, qu'est-ce qu'on tire de cet échec? Si on n'en tire rien, évidemment, c'est embêtant, mais on peut faire une fois, deux fois, trois fois la même erreur. Moi, ça m'est arrivé, hein, je suis très très fort pour faire des erreurs, mais c'est pour ça que je suis aussi voilà, j'ai appris beaucoup de choses, que j'ai fait beaucoup d'erreurs. L'authenticité. Ah, ça, c'est essentiel pour moi, l'authenticité. Voilà, quelqu'un, par exemple, qui va dire une parole qui n'est pas juste, qui est faussée, voilà, non, ça n'est pas supportable pour moi. Donc ça, c'est une valeur principale pour moi, oui, d'être authentique. Ouais. Quitte à déplaire, voilà. Cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est le titre d'un livre, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais c'est un auteur québécois, vrai et authentique donc. Mm. L'entrepreneuriat. J'ai pas entendu. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Alors là, on est plus dans le côté business, donc euh, entrepreneur, entrepreneuriat, bah, c'est prendre la responsabilité de se lancer dans une entreprise, soit seul, soit avec d'autres, pour mener à bien bah, des choses très concrètes qui rapportent de l'argent. Et qui nous font du bien, parce qu'on a besoin de l'argent, on a besoin de l'argent pour vivre, et, euh, et puis on peut faire beaucoup de bien avec de l'argent aussi. Et il faut beaucoup de qualité pour être un entrepreneur. Hein. Voilà, beaucoup de qualité. Moi, j'en suis un, mais il me manque pas mal de. J'ai pas toutes les qualités pour faire un excellent entrepreneur. Hein. Moi, Ça viendra, ça viendra. je suis plutôt un infopreneur. Un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend des informations. J'ai une dernière question. Oui. Je pense qu'elle va englober le tout. Crois-tu à un lendemain meilleur dans le monde, Phil? Oui. Oui, tout à fait, j'y crois. Oui et non, parce que il peut y avoir une catastrophe avec la façon dont ça se profile. Bon, il y a eu dans l'histoire du monde des civilisations qui sont tombées. Il y a eu la Lémurie, il y a eu l'Atlantide, des empires qui se sont écroulés, des civilisations qui se sont écroulées. Donc, mais pour moi, ça peut pas être la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, ça c'est sûr. Et si c'est la fin d'un monde, c'est le début d'un autre. C'est pas comme pour la mort. La mort, ça n'est pas la fin, c'est la fin d'une vie. Oui, c'est vrai, c'est la fin de cette vie terrestre, mais c'est le début d'une autre, hein, qui est encore plus extraordinaire, parce que là, notre conscience est élargie. Donc oui, moi je suis très optimiste, mais il va falloir se battre. Et puis voilà, mais se battre comme des guerriers de lumière, hein, voilà, ou des travailleurs de lumière. Mais je préfère le mot guerrier de lumière, parce que là il y a du leadership et on envoie de l'amour, parce que la lumière c'est de l'amour. En parlant de guerrier de lumière, j'ai réalisé que j'avais oublié une question. J'ai oublié de la poser, mais il faut que je te la pose. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Évidemment, je veux dire, bon, il y a des milliards et des milliards de galaxies. Et donc il y a bien des vies ailleurs. On est même visité. Bon, alors si on reste dans la science pure et dure, on va dire bah oui, mais on les a jamais vus. Ben, il faut comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils vibrent à des fréquences beaucoup plus hautes. Par exemple, je prends l'exemple d'un chien ou un dauphin ou une chauve-souris. Eux, ils entendent les ultrasons. Est-ce qu'on entend les ultrasons? Non. Un chat, il va avoir des fréquences dans ses yeux, enfin une ouverture dans ses yeux qui va lui permettre de voir des esprits de la nature. Des fois, vous allez regarder un chat, il va faire comme ça, et puis il n'y a rien. Ben, nous, on ne voit pas. Bon, ben, c'est simplement parce que les fréquences sont beaucoup plus hautes. C'est tout. La matière vibre très bas.
Et donc, ces extraterrestres-là, il y en a des bienveillants, il y en a des malveillants aussi, attention, eh bien, ils vibrent à des fréquences très très hautes. Et donc, ils ont maîtrisé l'espace et le temps. Donc, voilà, et donc, ils viennent nous visiter, il y a des messages, on peut aller voir. Moi, Monde parallèle, c'est ça. Il y a des mondes parallèles. mais évidemment, l'univers est extraordinaire, absolument extraordinaire. Je crois que c'est Teilhard de Chardin qui disait à l'échelle du cosmique, seul le fantastique a des chances d'être vrai. C'est beau ça aussi. On va terminer sur ce mot extraordinaire. Phil Dohan, on te remercie énormément pour ce podcast, pour ta présence aujourd'hui parmi nous. Merci pour tes réponses. Merci pour Ben le écoute, temps que tu nous as accordé. Donc, moi, je te dis rendez-vous à la version écrite. d'accord. Je vais t'envoyer mes questions. Hmm. Tu me répondras dans la mesure du possible, bien sûr. Oui, mais je vais d'abord te remercier aussi parce que c'est pas tous les jours qu'on a un vrai journaliste. Je suis interviewé parfois, c'est pas pour dire du mal des autres, mais tu as fait un travail formidable parce que tu m'as posé, c'était très structuré ton interview avec des questions très précises et bravo. Là, c'est un plaisir parce que voilà, c'est une interview qui est très riche. Merci infiniment. Merci à toi aussi, Phil. Donc, on se dit à la prochaine. À la prochaine, Et on super. veut voir à nos abonnés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, le Journal Initiative. Donc, Phil, je te dis à très bientôt. On reste À en. bientôt et Merci. encore merci, Merci. merci Hamid. Allez, Bye bye. bye Ciao. Bye bye. bye.